Je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé. Ben là, il y a une virgule, là, il y a comme une condition. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est important quand on approche tout ce qui a trait à l'argent, quand on souhaite connaître du succès, qu'on n'oublie jamais que la première chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est l'état de notre âme. Parce que toutes ces tentations-là qui sont là, dans la vie dehors, comme entrepreneurs qui sont là, mais à la puissance 10, sont encore plus fortes. Parce que l'opportunité est présente. L'opportunité est présente. Dans le monde des affaires, l'opportunité de tricher est un peu présente. L'opportunité de faire des manœuvres ou des choses frauduleuses pour faire plus d'argent est présente. C'est pour ça qu'il faut aussi être prudent avec des associés qui sont pas chrétiens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Frère Yannick est un exemple de succès avec des associés qui ne sont pas des croyants. Donc, c'est possible de connaître du succès, mais il faut être prudent. Parce que je pourrais vous parler d'une expérience personnelle où j'avais 25% des parts de l'entreprise. C'est donc dire que même si je disais non, on ne le fait pas, si tous les autres actionnaires étaient d'accord pour le faire, on allait le faire quand même. Parce que ça prend 50 plus 1% pour avoir le vote pour une décision d'entreprise. Donc, je me retrouvais continuellement pendant cette période-là de 2 ans et demi où j'étais dans cette entreprise-là à participer à des décisions financières auxquelles je n'étais pas d'accord, qui étaient contraires à mes croyances et à mes valeurs, parce que les actionnaires qui n'étaient pas chrétiens choisissaient que c'était comme ça. Vous suivez? Donc, c'est important d'être prudent avec qui on s'associe ou selon quel terme on s'associe. Comme si, par exemple, aujourd'hui, j'avais une entreprise desquelles j'ai 80% des parts, mais qu'il y avait un investisseur qui n'était peut-être pas un croyant, qui venait investir dans mon entreprise puis posséder 20% des parts. C'est peut-être quelque chose avec lequel je serais à l'aise parce que j'aurais quand même des coups des franges pour prendre des décisions. En ayant 80% des parts, si je décide qu'on fait ça, on le fait. Je n'ai pas la chance de renverser ma décision. Vous me suivez? Le frère Yannick a donné un bon conseil, il a dit qu'il a consulté le pasteur avec ça avant d'aller de l'avant. C'est toujours une bonne idée de consulter quelqu'un, le pasteur ou frère Yannick. Vous savez, il est diacre ici à Montréal en plus, puis il a de l'expérience en affaires, juste pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous embarquer dans quelque chose que vous allez regretter, parce que le coût peut être élevé. Le coût de mauvaise association peut être très, très élevé. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous parler surtout, c'était le reprenariat. Parce que avez-vous remarqué la statistique que Frère Yannick a dit? Frère Yannick a dit, en 2017 et 2019, tu l'as proche? En 2017 et 2021, il s'est créé environ 5000 entreprises. Au Québec, il s'est créé 5500 entreprises, mais il s'en est fermé 12 700. Ça, c'est une tendance qui va continuer à se maintenir pour encore plusieurs années. Pour une raison très simple, c'est que l'âge moyen des entrepreneurs au Québec est très élevé. Très, très élevé. Aujourd'hui, au Québec, il y a plus de 10 000 entreprises qui ont des propriétaires qui ont 70 ans ou plus. Vous avez bien compris. 70 ans ou plus. Alors que l'âge de la retraite, c'est 67 ans au Québec. Puis qu'on essaie ou on aspire de prendre notre retraite à 60 ans. Il y a 10 000 entreprises qui ont des propriétaires de 70 ans ou plus et qui n'ont pas de relève, visiblement. Parce que s'il y avait de la relève, ils seraient déjà partis à la retraite. C'est principalement des propriétaires de petites entreprises, des entreprises qui ont parfois 2, 3, 5, 8 employés, qui n'ont pas de relève familiale. Souvent, c'est des gens qui ont travaillé 7 jours sur 7, 18 heures par jour toute leur vie. Leurs enfants n'ont pas le goût d'avoir ce genre de vie-là. Ils n'ont pas nécessairement été impressionnés par la jeunesse qu'ils ont eue, puis papa travaillait tout le temps, ou peu importe le mode de vie que les propriétaires avaient. Donc, il n'y a pas de relève dans l'entreprise. Là, le propriétaire de gré ou de force, d'ici 5 ou 6 ans, il va devoir fermer. Du degré ou de force, c'est-à-dire que soit il va fermer, parce qu'il va se tanner et il va fermer, ou soit inévitablement, il va tomber malade ou il va mourir. Il y a la fatalité qui est en bout de cause. Vous me suivez?
Ces entreprises-là sont, à mon avis, je vais prêcher pour ma paroisse, la plus belle opportunité que quelqu'un qui réside au Québec a de se lancer en affaires. La plus belle. L'entreprise qu'on possède, moi et Frère Yannick, c'est une entreprise qui existe depuis 1978. Je suis né en 1987. Ça veut dire que quand l'entreprise a démarré, je n'étais pas né. Je n'étais même pas dans le passé de mon père encore. Voilà. Et on a repris l'entreprise. Ça fait maintenant 5 ans qu'on la possède. Puis on l'a mis à notre main. On a fait connaître la croissance parce qu'on a apporté le bagage de connaissances et d'expérience puis les atouts qu'on a. De reprendre une entreprise, c'est quelque chose de complètement différent que de démarrer une nouvelle entreprise. Parce que quand on démarre, on doit tout faire nous-mêmes. Ça, je vais laisser. Moi, je vais le laisser vous en parler parce que lui a démarré une nouvelle entreprise. Je vais lui laisser ce bout-là. Mais quand on démarre une nouvelle entreprise, on doit tout faire nous-mêmes. Alors que nous, quand on a acheté l'entreprise qui s'appelle Click, qui est une entreprise qui donne des cours de langue, principalement, des cours d'anglais, de français, d'espagnol, il y avait déjà des professeurs, il y avait déjà des gestionnaires, il y avait déjà des gens en place qui connaissent le domaine. Là, tu vas voir, je le présente après. Il y avait déjà des gens en place qui connaissaient le domaine. Donc, il y avait une structure en place. Il y avait déjà des clients existants. L'entreprise était déjà en vie. Donc, de reprendre une entreprise déjà existante, c'est une façon, souvent, de passer d'employé à propriétaire sans heurts, ou en tout cas avec beaucoup moins de cailloux et de bumps le long de la route. Parce que vous pourriez, par exemple, être embauché comme employé de cette entreprise-là en amorçant dès le jour 1 un processus de relève avec le propriétaire qui vous amène à être propriétaire de l'entreprise dans 3 ans, par exemple. Donc aujourd'hui, vous occupez une fonction dans l'entreprise, puis vous êtes en processus de reprendre l'entreprise pour en être le propriétaire dans 3 ans lors de la retraite du propriétaire. Vous me suivez? Tant qu'à travailler dans n'importe quel magasin ou dans n'importe quelle usine, en attendant d'être entrepreneur, il y a des opportunités à identifier partout au Québec. Il y en a plus de 10 000. Des entrepreneurs qui sont déjà passés l'âge de la retraite, qui n'ont pas de relève, dans lesquels vous pourriez travailler tout en intégrant un processus de relève qui va vous amener à être propriétaire de cette entreprise-là dans 3 à 5 ans. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Ça, pour moi, c'est aujourd'hui au Québec la meilleure façon de devenir entrepreneur, qui est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour atteindre l'indépendance financière. Il y a aussi d'autres méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, mais pour moi, c'est une méthode qui fonctionne bien parce qu'elle combine 2 éléments essentiels. Parce que tantôt, on va parler d'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose de vraiment bien parce que ça gagne en valeur, puis ça baisse parce qu'on rembourse de l'hypothèque, donc ce qu'on doit, ça baisse, puis ça gagne en valeur. C'est un beau levier pour atteindre l'indépendance financière. Mais ça ne donne pas de paye en attendant. Alors que quand on devient un repreneur, puis qu'on reprend l'entreprise qui existe déjà, on fait 2 choses. L'apport qu'on met dans la compagnie pour la faire grandir crée de la valeur, au même titre que l'immeuble crée de la valeur. Mais entre-temps, les heures où on y travaille nous donnent une paye. Right? Le meilleur des 2 mondes. Pendant les 2-3 premières années, quand j'ai repris le réseau, Click, mon entreprise, j'avais le même salaire qu'un travailleur. L'entreprise, je n'avais pas les moyens de me payer un salaire de dirigeant d'entreprise. J'avais un salaire de travailleur. Mais pendant que j'avais un salaire de travailleur, j'étais quand même un propriétaire. Et je travaillais très fort pour créer de la valeur. Qu'un jour, mon entreprise m'offre plus qu'un salaire. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où j'ai encore un salaire, qui est amélioré d'ailleurs, en plus, mais en plus, on crée de la valeur. Vous me suivez? On a un peu des 2. J'ai un salaire, j'ai de la valeur. C'est ça que reprendre une entreprise nous propose. C'est clair? Ça reste encore avec toi.
Yannick, c'est le meilleur partenaire en passant. Je ne sais pas parce qu'il est là que je vais le dire, mais Yannick, c'est le meilleur partenaire parce qu'il me suit dans toutes mes folies. Je l'appelle, je propose une folie, il dit toujours oui. C'est facile. Je vais vous présenter Frère Jean, c'est un passionné d'affaires, il est fondateur d'une société d'import-export. Il est présentement le CEO d'une société de nettoyage commercial. Il est investisseur dans les affaires internationales, plus spécifiquement en Afrique. Je crois que c'est aussi une opportunité pour plusieurs d'entre vous. Vous avez l'avantage que moi, Frère Yannick, on n'a pas. Vous avez des liens à l'international. Nous, les Québécois nés au Québec, nés au Québec. Vous êtes des Québécois nés en Afrique ou ailleurs sur la planète. Vous avez des connaissances de marché international. Si vous savez les exploiter, vous pouvez connaître beaucoup de succès. Et juste avant de le laisser dire, je veux prendre un exemple fictif de ce que vous pourriez faire à l'international. Il y a toujours deux voies qu'on peut emprunter. La première, créer votre entreprise. Donc là, vous créez une nouvelle entreprise, vous n'avez aucun employé, vous n'avez personne pour vous aider, vous devez tout faire vous-même. Vous partez à zéro. L'entreprise n'a pas de clients, elle n'a pas d'historique, elle n'a pas d'employés. Vous allez à la banque, ils ne sont pas vraiment intéressés de vous prêter de l'argent. En anglais, on dit you're on your own. Vous êtes tout seul, là. Vous démarrez une nouvelle entreprise. Là, vous voulez faire de l'import-export avec l'Afrique, par exemple. Ou vous dénichez une entreprise qui a déjà des clients, un produit que l'Afrique aimerait avoir, etc., puis qui est dans le marché local, puis vous la reprenez, puis vous savez que vous allez créer de la valeur en ouvrant un nouveau marché en Afrique pour ces produits-là, qui se vendraient très bien. Quand vous faites l'acquisition de cette entreprise-là, vous avez déjà des employés qui savent comment ça marche, des clients, des produits, des prix, des banques qui vous connaissent, qui savent les rentabilités de vos entreprises. Vous partez déjà tellement loin devant. Vous me suivez? Peut-être que pendant toute la période du rachat, vous ne ferez pas plus d'argent que si vous étiez un employé. Mais vous allez être en train de créer de la valeur dans votre propre entreprise. C'est ça l'avantage d'être entrepreneur. Je vais laisser Frère Jean faire la suite. Alors, pour ma part, en fin de compte, j'aimerais parler d'un entrepreneur et avec mon expérience, mais haut et bas dans la vie d'un entrepreneur. Si je peux commencer par le début, j'ai toujours été passionné par les affaires, juste maintenant passionné. Depuis plusieurs années, donc aujourd'hui on voit que j'ai du succès, mais ça fait longtemps que je fais ça. Et au début, ça ne fonctionnait pas très bien parce que je n'avais pas les outils et les connaissances pour que j'ai beaucoup de succès. Alors, que j'ai fait, j'ai décidé de retourner à l'école, étudier en commerce international. Avec ce diplôme, ça m'a donné assez d'outils pour me lancer et mieux comprendre le monde de l'entrepreneuriat pour avoir du succès. Dès que j'ai quitté l'école, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis lancé directement en affaires avec un de mes collègues de classe. On s'est lancé en affaires, on a lancé une société d'import-export. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait des produits de la Chine, on les amenait au Canada, puis on les vendait dans des... on avait des points où on les vendait dans des marchés aux puces, à Montréal, Québec, Gatineau, un peu partout. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une marque d'essuie-glace. Puis le monde me regardait et disait, qu'est-ce que tu as fait avec les essuie-glaces? Ça se vend pas, genre, comment on prend un meilleur produit, je disais, ok, juste, qu'est-ce que moi et mon partenaire on disait? On va aller, on va l'avant, on va juste croire en notre projet, puis ça va fonctionner. Puis ça a fonctionné, on les vendait un peu partout dans des marchés aux puces, on allait frapper aux portes des garages, on présentait nos produits. Il y en a qui le prenaient, il y en a qui ne le prenaient pas. Puis par la suite, à partir de là, c'est là qu'on allait chercher d'autres produits. Et avec ces produits, comme on sait qu'en Chine, ça ne fonctionne pas comme on le pense toujours. De temps, ça peut bien se passer, puis aussi, il y a des temps en temps que ça peut mal se passer. Puis nous, ça s'est mal passé. Puis après, quand ça s'est mal passé, j'avais aussi d'autres buts que je voulais faire. Je me suis retiré de la société. Mais lui, mon partenaire, il a continué. Puis aujourd'hui, il a eu du succès dans ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis un peu découragé. Je suis retourné dans le monde du 9 à 5. J'ai continué à travailler.
Juste attendre un de mes collègues qu'on avait travaillé longtemps ensemble dans un centre d'appel, il me dit Jean, j'ai une idée de génie, je sais que tu es étudiant en commerce international, je ne sais pas comment monter une société, mais je sais que toi tu es capable, j'ai besoin que tu m'aides. Je dis ok, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit rencontre-moi à Laval, on va monter un centre d'appel. Je dis wow, ok, il n'y a pas de problème, on va monter un centre d'appel, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel client qu'on va avoir? Il dit on va avoir des clients, on va aller chercher nos propres clients et tout, mais juste fais-moi confiance, ça va fonctionner. Je dis ok, j'ai monté la société pour lui. Puis après, je me dis, ça a vraiment fonctionné. Il me dit, Jean, fais-moi confiance, on va fonctionner, ça va fonctionner. Donc, on a monté à Laval. Par un bon jour dans le bureau, j'ai rencontré mon mentor à moi. Qu'est-ce que j'ai toujours, qui est important en affaires, c'est toujours s'encadrer de bonnes personnes qui va vous aider à avancer. Et une personne qui est importante, c'est avoir un mentor. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important que je conseille à tout le monde. Puis je l'ai rencontré par pur hasard dans le bureau. Il me dit, Jean, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je viens de montrer un centre d'appel et on va aller chercher des clients. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me rend dans son bureau, il m'explique, il me donne quelques conseils. Il me dit, ok, va à tel bureau, tu vas rencontrer la personne, il dit que c'est moi qui t'ai envoyé. Fais-moi confiance, on va avoir les contrats. Je rencontre la personne, il me dit, j'ai une société d'assurance. J'aimerais que tu fasses des cold calls pour nous. On appelle des clients. Puis on essaie de vendre des produits d'assurance pour eux. Il est parti là, il est en train de payer, ils vont aussi prendre une commission. Ok, qu'est-ce que je fais? J'engage des personnes pour faire des appels pour nous. Ça a commencé à fonctionner. Puis là, j'ai eu une idée avec mon partenaire d'affaires de OK. Lui, il me dit, Jean, j'ai une société de nettoyage commercial. Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est que d'une part de mon entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer j'ai juste un contrat. Il dit, avec le centre d'appel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler des magasins et nous-mêmes, on va aller se présenter là-bas, on va présenter nos services. Je dis, OK. Alors, ce que je fais, je dis, OK. À nos gens qui ont payé, qui faisaient l'appel pour nous, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Faites des cold calls, appelez des magasins, des concessionnaires, puis nous, on va aller se présenter là-bas, on va présenter nos services. Ils appelaient, ils bookaient des rendez-vous pour nous. Nous, on se présentait, on présentait nos services de nettoyage. Il y en a qui acceptaient, il y en a qui n'acceptaient pas. Moi, en fin de compte, la manière que je vois les choses, ben, c'est pas tout le monde qui voit comme ça, mais moi, la manière que je vois les choses, c'est que quand une personne me dit non, dans ma tête, à moi, ça signifie un peut-être, et un peut-être va finir par devenir un non. Alors, j'abandonne jamais. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, c'est une des clés qui est importante, avoir persévérance. Toujours persévérer, même si on voit, au début, on voit que c'est dur, mais toujours essayer de persévérer le plus possible pour arriver à atteindre ses buts. C'est quelque chose qui est important. Par la suite, on a eu des rendez-vous, on a eu des clients, ça a bien fonctionné. Là, maintenant, c'est là qu'on voit la vraie vie, le jet set, tout va bien, tout est beau. On voit des gros chiffres d'affaires. En un an, on a fait notre chiffre d'affaires x10. Là, on voit énormément d'argent. Je tombe d'un monde où je faisais peut-être 1300 ou 2 semaines à avoir des chiffres dans mes comptes en banque. Je dis, waouh, Seigneur, je veux la belle vie, je suis rendu riche. Je suis riche. Et on se permet d'aller au restaurant. On amène nos clients $400, $500. Oh, c'est pas grave, on a l'argent en compte en banque. On va s'acheter des cadeaux. Let's go, c'est pas grave, la belle vie. Un bon matin, mon comptable m'appelle et me dit, Jean, c'est quoi ces dépenses que tu fais? C'est quoi ça? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'argent dans le compte, c'est pas grave. Il me dit, Jean, c'est pas dans quoi tu s'en parles là. Tu vas chuter, fais très attention à ce que tu fais. Je dis, ok, parfait. Maintenant, c'est quoi? Le débat maintenant, c'est savoir comment on gère son argent en tant qu'entrepreneur. Quelque chose qui est très, très, très important. Qu'on n'étudie pas, j'ai l'impression que c'est un point qu'on devrait montrer à l'école, mais qui ne nous montre pas. Et même, je vais être franc avec vous, il y a certains parents qui n'ont pas aussi assez de connaissances pour nous éduquer ça. Ce n'est pas les entrepreneurs, c'est un mauvais. Mais c'est quelque chose d'un point qui est très, très, très important. Moi, je vais être franc avec vous, l'argent va monter dans ma tête, je me dis, ben, je suis la belle vie, je veux permettre de faire ce que je veux. Juste attendre que mon comptable me dise, non, Jean, ça va mal aller. Un beau matin, c'est là que ça commence à mal aller. J'ai un de mes clients, un Canadien Tire, il nous appelle, il me dit, Jean, je veux que tu refasses mon plancher de mon magasin au complet. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il dit, le propriétaire du magasin est vraiment satisfait, et moi, je vais faire ce service-là. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il dit, OK, moi, je dis, qu'est-ce que je fais, c'est que, au lieu que c'est moi qui fais le service, je vais engager du monde qui fasse le travail pour moi.
c'est ça que j'allais dire en partenariat, c'est qu'est-ce que je fais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En parenthèse, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais chercher des contrats de nettoyage et les offre à des sous-traitants. Je n'ai pas d'employé. J'offre mes services des services de nettoyage à des sous-traitants et je les aide à structurer l'entreprise pour qu'eux aussi, demain, aussi, puissent aller chercher des contrats et être indépendants. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le client me dit, OK, voici le contrat que je t'offre. Là, je dis, OK, moi, je cherche des sous-traitants, je dis, faites une soumission, faites une appel d'offres. Par la suite, on va faire le contrat. Quelques jours plus tard, je reçois un email en mentionnant que Jean, vous avez perdu le contrat. Je dis, mais attends, comment j'ai perdu le contrat si le propriétaire du magasin est satisfait? Je me pose des questions avec mon partenaire d'affaires, on part dans le magasin. Arrivant au magasin, on a vu quelqu'un qui travaille là-bas, qu'on connaissait très bien. Il me dit, Jean, je vais être avec toi, nouveau directeur, le directeur après un de ses amis qui a une société de nettoyage. Et l'affaire, c'est aussi dans le nettoyage, c'est que lui, tu peux signer un contrat de 1 an, mais à tout moment, il peut trouver des raisons pour te mettre à la porte. Et tu peux parler de contrat. Puis je les comprends aussi, parce que aussi j'ai acquis certains contrats aussi comme ça. Les clients n'étaient pas satisfaits, il a rompu le contrat, on a eu la possibilité de l'avoir. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Souvent, on perd un contrat. Je reçois un autre appel à Laval, un tard la nuit à 3 h du matin, un de mes sous-traitants m'appelle et me dit, Jean, il y a un problème, j'ai brisé une porte. Là, j'ai dit, tu as brisé une porte? J'ai dit, OK, c'est pas grave, on va préparer, c'est pas grave. Il dit, non, j'ai brisé la plus grosse porte du concessionnaire. J'ai dit, OK, Seigneur, ça fait quelque chose. Je me déplace à 3 h du matin, c'est la porte que les voitures doivent rentrer dans le magasin, dans le concessionnaire. Alors, comme la porte ne fonctionne pas, 10 employés ne peuvent pas travailler. Et s'ils ne peuvent pas travailler, il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte, on voit le propriétaire frustré, il me dit, bon, il faut qu'on répare la porte. On va dire, OK, on va assumer les frais, on va payer pour ça. On finit par payer quelques jours après, il me dit, c'est pas Jean, non, c'était trop pour nous, tu parles le contrat. Là, on se retrouve avec 2 contrats complets. Là, tu te dis, wow, OK, ça commence mal. 2 jours après encore, un autre client à Laval me dit, Jean, les temps sont durs pour moi, je ne peux pas continuer à travailler avec vous, j'ai pas assez d'argent. Troisième, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je faisais avec mon partenaire d'affaires? On louait des embryons, on les a pas achetés, on les louait. Là, on a des magasins où il n'y a plus de contrats, mais il y a des embryons à payer. Là, on appelle la société qui louait les contrats. Quand on louait les embryons, on les appelle, on les demande, on dit, bon, voici notre problème, est-ce que vous pouvez nous aider? Dit Jean, la réponse du gars est, dit Jean, moi j'ai mes clients, mes employés à payer. Alors, tu te démerdes, tu me payes mon argent, c'est ce que j'ai besoin. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Là, tu dis, OK, j'ai mal géré mon argent, je perds mes contrats, tout va mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je vois mon mentor, il m'explique, il me dit, Jean, tu as besoin de mieux gérer tes affaires, tu as besoin d'engager un bon comptable, savoir c'est quoi les états financiers et engager un bon avocat. Là, tu as besoin de revoir ta société. Tout va mal, tout va mal. Là, tu te dis, OK, c'est quoi les bas? 1, j'ai mal géré mon argent. 2, je te prends aussi que je gérais très très mal mon temps. En tant qu'homme d'affaires, c'est important de savoir comment gérer son temps. Je gérais mal mon temps. Et un troisième aussi, j'avais aussi que je marquais aussi que gérais mon entourage. Dans ma société, qu'est-ce que je faisais, c'est que on avait commencé, au lieu d'engager des gens qualifiés qui sont des sociétés, on engageait nos amis. Je dis, mon ami, regarde, j'ai une opportunité d'affaires, tu es en mesure de faire de l'argent, viens avec nous, on va faire de l'argent. OK, mais c'est pas parce que c'est ton bon ami que tu es en mesure de travailler ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Ça aussi, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Là, ton entourage, mal gérer ton temps et mal gérer ton argent. Ça, c'est des points qui sont importants dans une société. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait le recul, on a dit, tu sais quoi, on arrête tout. On prend une pause. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a arrivé à se réaliser que oui, c'est bien beau de faire l'argent. On faisait une croissance, mais on n'était pas en mesure de stabiliser. Ce qui était important aussi dans une société. C'est bien beau de faire l'argent, mais il faut être en mesure de stabiliser de la faire. Parce qu'on gère mal aussi. Donc, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé avec mon partenaire d'affaires, on va revoir notre façon de travailler.
mais en commençant en engageant des gens qualifiés, et plus on va engager notre entourage, mieux gérer mon temps et commencer aussi à mieux gérer l'argent que nous avons, les entrées d'argent qu'on a. Par la suite, c'est quand j'ai commencé à mieux gérer cela, c'est là que j'ai vu qu'on commençait à avoir un plus gros chiffre d'affaires, Et là, qu'il y a cet argent qui m'a permis aujourd'hui d'investir dans d'autres entreprises, me permet dans des entreprises, des sociétés de transfert d'argent, qui m'a aidé aussi avec ma société d'import-export, qui m'a permis aussi d'investir aussi dans certains projets en Afrique aujourd'hui. Juste parce que j'ai été assez sage dans d'écouter, de regarder mes erreurs et avec ces erreurs-là de travailler sur cela pour avoir une meilleure solution. Et ce que je conseille aussi aux gens, c'est que les points qui sont importants, comme je dis, ton temps, ton argent, et aussi ton entourage, qui est très important aussi. Quand je parle d'entourage, c'est dans les autres de s'entourer d'un mentor, quelqu'un qui a eu du succès dans ce que tu veux faire, qui peut t'aider, qui peut te guider dans la bonne voie, des avocats, un très bon avocat, un bon comptable aussi. Et non, quand on parle de ces entourages, aussi dans ton entourage autour de soi, Oh, excusez-moi, je parle beaucoup, excusez-moi. Ben, en terminant, comme je disais, tout le monde peut, c'est comme on dit dans la vie, tu as deux choses. Soit tu travailles fort pour bâtir les rêves de quelqu'un d'autre, ou tu travailles fort pour bâtir tes propres rêves. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est que tout le monde un jour ait la possibilité de bâtir ses rêves. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, parce qu'on me dit on a besoin des entrepreneurs, on a aussi besoin des employés. Alors moi, je vous souhaite vraiment avoir cette possibilité de vivre de vos rêves. Je sais que ce n'est pas facile, mais on peut toujours faire ensemble de fois si vous travaillez fort. C'est aussi que Dieu vous bénisse. Merci Joël, merci Jean. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse vos larmes. On va continuer un peu sur notre sujet. N'oubliez pas que il n'y a pas juste là maintenant vous dites, oui, mais moi si je ne suis pas entrepreneur, est-ce que j'ai la possibilité de devenir indépendant financièrement? Exact. Donc on a vu qu'il y avait cette possibilité-là, puis il y a deux autres possibilités également, tout en n'étant pas entrepreneur. L'autre point que j'aimerais un petit peu aborder, toujours en ayant pour objectif d'obtenir l'indépendance financière, c'est que Abraham parle, supposons que notre premier ici était capable d'épargner de l'argent, lui aussi. Abraham lui parle d'investir notre argent. J'ai quelques citations ici. Now, most of any good businessman is interested. Now, most of any good businessman is interested in some good investment. Maintenant, la plupart des bons hommes d'affaires sont intéressés dans de bons investissements. And on continue plus loin, and we're always trying to find somewhere to make a few investments. Nous cherchons toujours à trouver une place où nous pouvons faire quelques investissements. To make a few dollars. Faire quelques dollars. And that's all right. Oh, et c'est très bien. I have nothing to say against that. Je n'ai rien à dire contre cela. That's perfectly all right. C'est tout à fait en ordre. Par la suite, Frère Branham, vous irez voir la citation dans Frère Malcolm en parle souvent, la citation dans Investments, paragraphe 45 à 59. J'aimerais sauver un petit peu de temps. Another thing I notice among people sometimes, especially. Et spécialement une chose que je vois parmi les gens quelquefois. A man get a hold of a little money. Un homme s'empare d'un peu d'argent. And then he try to invest it in some kind of get rich overnight. Et ensuite il essaie de l'investir dans un devenir riche du jour au lendemain. Some unidentified business. Une entreprise non identifiée. You lose the shirt off your back and you know that. Et vous allez en perdre votre chemise et vous le savez. Don't you try that. N'essayez pas ça. And a good, sensible thinking businessman won't do that.
Et un bon homme d'affaires sensible qui réfléchit ne fera pas ça. It's somebody who's green at the job will take a chance like that. Ou c'est quelqu'un qui est un green, qui est novice dans le travail, qui va prendre une chance comme ça. It never pays off. Ça ne paye jamais. These gets rich overnight doesn't. Oh, c'est devenir riche du jour au lendemain ne fonctionne pas. A good businessman won't fool with it. Un bon homme d'affaires ne jouera pas avec ça. If you got anything you want to invest in, get some and identify business, something that's been proved. Si vous avez de l'argent à investir, trouvez une bonne entreprise, identifiez quelque chose qui a fait ses preuves. Donc, Frère Branham parle d'investir son argent dans des business qui ont fait ses preuves, des business qui ont été identifiés. Donc, vous avez, mettons, je vais vous donner un chiffre, 10 000 à investir. Puis vous me dites, moi, Frère Yannick, ta business là, que tu as parlé ici au début, là, qui fait 15 millions de chiffre d'affaires, 2 millions de profits, j'aimerais ça investir dans cette compagnie-là. Bien, vous ne pouvez pas investir dans cette compagnie-là parce que c'est une compagnie, ce qu'on appelle une compagnie privée. Vous pouvez investir dans les compagnies publiques. Puis les compagnies publiques, ça se trouve à la bourse. OK? La bourse, on va en parler un petit peu. Il y a la bourse ici au Canada, ça s'appelle le TSX 300. TSX 300. Puis, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle, il y en a deux principales. Il y a le Dow Jones, qui est les 30 plus grosses, c'est une compagnie qui est 30 plus grosses compagnies américaines. Et il y a le SSP, le SSP 500, qui regroupe 500 entreprises américaines. Juste avant de compléter ici, je vais vous parler de l'ennemi qui concerne l'investissement. Puis malheureusement, le plus grand ennemi que je vais devoir vous parler, c'est des banques. Si demain, qui c'est qui a 20 ans ici? 20 ans, viens avec moi. Si vous vous présentez demain matin, frère Samuel, frère Samuel se présente à la banque. Donc, il y a 10 000 à investir. Supposons. Tu fais ça dans ton compte de banque. Frère Samuel arrive à la banque, puis il va rencontrer quelqu'un pour investir son argent. Donc, frère Samuel dit, écoutez, j'ai 10 000 ici que j'aimerais investir. Donc, la première chose qu'ils vont dire, premièrement, est-ce que tu as une carte de crédit? C'est la première chose qu'ils vont te demander, je ne sais pas pourquoi, il y a un présentoir pour carte de crédit. Il y a quelque chose que vous devez comprendre en investissement, c'est la règle de 72. Vous connaissez ça, Joël? La règle de 72, vous la divisez par un chiffre. Mettons, vous dites 10. Si vous avez un rendement composé sur un placement qui vous donne du 10 prenez 72 divisé par 10, ça c'est le nombre d'années que ça va prendre pour doubler votre investissement. OK? Donc, par exemple, vous allez à la banque, on revient sur notre exemple, la madame va vous offrir une carte de crédit. La carte de crédit a un taux de entre 18 et 20 Si vous faites 72 divisé par 18, ça veut dire 4. La banque, ce qu'elle est intéressée, c'est que vous vous endettiez. Donc, si aujourd'hui vous avez une carte de crédit, que vous n'êtes pas capable de payer le montant complet à chaque mois, pour moi, au niveau financier, vous êtes un nouveau. Puis, c'est ce que la banque veut. Honnêtement, c'est ce que la banque veut. Les histoires de payer dans 6 mois, toutes ces histoires-là, les cartes de crédit, si vous n'êtes pas capable de payer, vous n'êtes pas un investisseur. La première chose que vous devez faire, c'est payer votre carte de crédit. Frère Samuel, dans sa sagesse, il dit carte de crédit, je n'ai pas de besoin. Ah, parfait. Fait que là, on va parler du point principal, son investissement. La banque a dit on va faire un profil sur toi, Frère Samuel. OK? On va voir c'est quoi ta tolérance au risque. Frère Samuel, il dit OK, c'est quoi que je dois répondre? Toi, Frère Samuel, là, OK, la guerre en Ukraine, tu sais que si tu investis ton argent dans des actions, parce que c'est des actions, puis tu perds 20 comment tu vas te sentir? Frère Samuel va dire pas bien ça. Puis le coach canadien qui a été congédié, là, ça, j'aime pas bien ça non plus.
Là, ça va faire perdre mes actions, c'est une joke. Ça va faire perdre mes actions. Bon, tous les quatre, là, il va te nommer une liste de catastrophes qu'il y a dans le monde, puis là, frère Samuel va te dire, ouais, ben, tu vois, toi, tu n'es pas quelqu'un qui a vraiment une grosse tolérance au risque. Fait qu'on va te proposer un placement garanti. Un CPG, merci beaucoup. Un placement, un compte de placement garanti, puis le P, moi, je vais appeler ça le compte de perte garantie. Parce que lui, il va vous dire, ben, si tu places chez nous, on va pouvoir peut-être te donner 1% par année. Si vous prenez 72, puis on le divise par 1, ça fait combien, ça? Ça fait 72. Donc, frère Samuel qui a 20 ans, ça veut dire à 92 ans, le 10 000 qu'il va avoir placé va avoir doublé à l'âge de 92 ans. Alors que la banque, elle, avec son argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller l'investir dans ces entreprises-là. Le TSX 300, c'est les 300 plus grosses compagnies ici au Canada. Ils sont peut-être en rendu moins de 300, les 30 plus grosses compagnies américaines, les 500 plus grosses compagnies américaines. Et historiquement, ces rendements-là ont fait minimalement du 11%. Si je vous dis demain matin, vous avez l'opportunité d'investir dans Bell Canada. Bien, Bell Canada, il est dans le TSX 300. Okay? Donc, ça, c'est des compagnies qui sont déjà identifiées. Fait qu'à ce moment-là, puis ce que vous devez comprendre au niveau de la bourse, au niveau du Est-ce que je peux t'interrompre? oui, bien sûr. À 10 d'intérêt, et qu'il y a 92 ans, son 10 000 vaudrait 10 millions. À 10 d'intérêt. Parce que Je viens de faire l'intérêt composé. Parce que vous devez comprendre que frère Jean, s'il met 10 000 évidemment, c'est peut-être 10 000 par année, mais mettons que frère. Oui, bon. Ça, il va avoir combien, 92 ans? 92 ans, 10 millions. 10 millions. C'est les dernières années. Exact. Frère Jean, frère Samuel a 20 ans. Il place 10 000 OK. À 27 ans, il va valoir combien? 20. À 34 ans, 40 000. À 41 ans, 80. À 48, 160. À 55, 320. À 62, 640. À 69, 128. Attends, excusez, si c'est 320 000, si c'est 640, si c'est 1 280. À 69. À 76, il va être rendu à 2 500 000. À 83, 5 millions. 90, 10 millions, ben c'est bon. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer que si vous avez l'opportunité d'investir, vous investissez le plus tôt possible. Pas dans une carte de crédit, mais dans des placements qui peuvent vous rapporter minimalement 10 C'est sûr que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la bourse qui existe, si on a les statistiques depuis 1971, je les ai sorties, ça va travailler en moyenne à 10 Okay? Parce que vous devez comprendre que c'est important d'investir. Si mettons que vous n'avez pas le 10 000, mais c'est important d'investir à tous les mois. Parce que la bourse, si aujourd'hui, la bourse, ça fonctionne comme ça. Quand ça évolue, puis ça monte, puis ça descend. Mettons qu'ici, c'est la guerre. Mettons qu'ici, c'est le plus haut montant. Mettons que ça vaut 10 ici, votre action. Là, la guerre en Ukraine arrive. Là, vous tombez ici à, mettons, là, ça a perdu 20 vous êtes rendu à 8 Là, vous paniquez puis vous vendez. Mais l'important, c'est d'investir. Si vous avez 10 ou 10 000 à investir, vous l'investissez à tous les mois. Donc, ici, j'investis 10 là, puis là, ici, j'investis. Et
C'est vrai que votre ici, ça va valoir 8 piastres, vous allez dire, mon Dieu, à chaque fois que j'investis, ça perd la valeur. Mais là, ici, ça va commencer à monter. Là, ça va commencer à monter. Là, ça va commencer. Fait que si vous avez investi à 8 piastres, là, à un moment donné, ça va arriver que ça va atteindre la valeur du 10. Là, le 10, lui que vous avez commencé, lui va commencer à prendre la valeur. Comprenez? Donc, à ce moment, et le rendement moyen depuis 1971, si vous tirez une ligne, c'est 10 parce que c'est les plus grosses compagnies qui sont là. Quand qui travaillent pour Bell Canada ici? Josué, je crois. Josué, quand il se lève le matin et qu'il s'en va travailler, ben, si vous avez des actions Bell Canada, il travaille pour vous. Il travaille pour moi, Josué. Vous comprenez? C'est les plus grosses compagnies qui sont à la bourse. Hein? Puis lui, il est pauvre. Parce qu'il est dans la branche de l'employé. L'objectif, c'est un des objectifs, c'est de pouvoir un jour devenir indépendant. Comprenez le principe? Fait que Samuel, 10 000 t'es multimillionnaire à 60 ans. Donc ça, c'est un des moyens à ce moment-là qui vous permet. Puis comme je l'ai dit, la banque, malheureusement, ils ne vous enseigneront pas ce principe-là. Les autres, ils vont vous parler du compte de placement garanti. Puis là, on ne parle pas d'inflation non plus. Là. Donc le compte qui vous donne 1 puis en passant, c'est à l'intérêt composé. Juste vous donner le type de terme d'intérêt composé, ça veut dire qu'à chaque année, votre rendement travaille en moyenne à 10 à l'abri de l'impôt. Puis l'autre point que je veux, à l'abri de l'impôt, puis les intérêts sont réinvestis. Donc l'argent, c'est important, là. Si vous placez de l'argent dans ce genre de portefeuille-là, pensez pas de le retirer pour vous acheter une maison. Là. Puis pour aller vous acheter la BMW, puis ici, wow, je suis rendu à 40 000, je sors ça, puis je vais aller. Ça, c'est de la laisser travailler. Donc, à l'abri de l'impôt, il y a deux types de placements qui travaillent à l'abri de l'impôt. Sans trop rentrer dans les détails, il y a le REER et il y a les CELI, compte d'épargne de l'impôt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais sinon, on pourrait répondre. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra répondre un petit peu plus tard. Puis l'inflation, je veux juste vous dire, l'inflation, pourquoi je parle de CPG, qui vont vous offrir 1 historiquement, l'inflation au Canada travaille à 2 L'inflation, c'est que si aujourd'hui vous avez 100 vous allez acheter, mettons, vous allez faire l'épicerie, vous allez avoir une liste selon, bien, l'année d'après, avec le même 100 à 2 la liste va diminuer. Actuellement, l'inflation, c'est le grave problème, on entend ça parler partout, l'inflation. L'inflation est à 9 Donc, à ce moment-là, le gouvernement dit on va augmenter les taux d'intérêt pour essayer de diminuer l'inflation. Puis là, les CPG, soudainement, sont rendus à 4 4 vous allez me faire wow, tu sais, pas pire. Ben oui, mais l'inflation est à 9. Ça veut dire que ton 100$, quand je génère 40, quand je génère 4 40? 4 piastres. Ben, je génère 4 piastres, mais tu perds 9 il perd 9 piastres de sa valeur, ça veut dire que vous perdez de l'argent. En plaçant de l'argent dans le CPG, vous perdez de la valeur. C'est juste ça que je voulais mentionner. Troisième type pour terminer, j'ai encore 5 minutes. Autre chose qui, tout à l'heure, je donnais l'exemple, il y a quelqu'un qui me posait la question concernant le patrimoine. Un autre des investissements, c'est le domaine de l'immobilier. Moi, quand j'ai acheté ma maison, je l'ai achetée en 1998. J'ai payé ma maison 85 000. Puis aujourd'hui, si je voudrais la revendre, je la revendrais un demi-million. Dans? J'ai pas compris. Dans les cryptos. Écoutez, moi, c'est un domaine que je ne connais pas, les crypto-monnaies. Moi, si vous me demandez d'investir dans ce genre de domaine-là, comme je disais, on parle de Get Rich Overnight. Je trouve que personnellement, ça ressemble à ça. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais on parle de business identifié, qui ont fait leur preuve. La crypto-monnaie, pour moi, ça n'a pas encore fait ses preuves. Ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que si vous parlez à des trois ici, peut-être que leur opinion va être différente.
domaine de l'immobilier. Donc, tantôt, on parlait de Frère Rodney qui avait eu l'opportunité d'acheter une maison à 300 000. Puis, lui, il a mis 60 000. Ça, c'est son investissement. Puis, il a emprunté 240 000. OK? Et à chaque mois, supposons que là, au lieu d'être propriétaire, il déciderait de louer sa maison. Parce que tantôt, j'ai dit sa maison va prendre la valeur. Donc, son 300 000 le mois prochain va peut-être être rendu à 301 000. Mais sa dette, au lieu de le mois prochain d'être à 240, elle est peut-être rendue à 239 000. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça a pris 2 000 de valeur. Donc, le marché immobilier, historiquement, est une ressource sûre aussi. Et là, vous allez dire, oui, mais moi, le 60 000, je ne l'ai pas nécessairement. Ben, Frère Alain va venir nous parler parce qu'il m'a dit que c'était très facile aujourd'hui d'avoir la possibilité. Je veux juste vous dire, au niveau personnel, moi puis Joël, frère Joël, on s'est construit un parc immobilier en seulement 1 an. On a acheté 3 duplex, puis 4 bungalows. Donc, on est rendu avec 10 unités. Puis, l'investissement qu'on a fait pour acheter ces 10 unités-là, c'est 0. Comment? Comment on a fait? Comment on a fait? Je vais vous montrer ça, puis après ça, je laisse la parole à Frère Alain. Ce qu'on a fait, c'est que quand on dit l'investissement était de 0, on a commencé par acheter une reprise de finances. Is that foreclosure? Reprise de finances. Une entreprise, une maison que le propriétaire a délaissée. Sa maison n'a pas été capable de la vendre. Donc, il l'a remis à la banque. Nous autres, on est allé voir la banque. Ben, en fait, on n'a pas été voir par l'entremise d'un agent, d'un très bon agent. Ce n'était pas Frère Alain, mais un autre. Lui, la maison était sur le marché et la maison valait 66 000, et la banque était prête à nous la laisser. OK? Donc, je dis qu'on n'a pas investi, on est allé chercher dans notre investissement. En fait, on pourrait dire que c'est quasiment un gouvernement, mais bref, on a payé la maison 66 000 comptant. That wasn't in Montreal, right? That was Non. outskirts? C'était dans le Saint-Maurice, à Mauricie. Okay. OK? Mais c'est le même principe, sauf qu'à Montréal, ça va être 160 000. Mais là, c'était 66 000. Donc, on a payé 66 000 $. On a mis 20 000 $ de rénovation pour rendre la maison habitable. Vraiment, ça sentait, j'en ai encore l'odeur, ça sentait Fait qu'on a mis au total 86 000. On a trouvé un locataire qui nous paye 1 000 $ par mois. Puis là, on est allé voir la banque. On leur a présenté notre maison. La banque a dit, wow, très beau projet. La banque l'a évalué à 129 000. Puis, ils nous ont prêté 80 parce que quand tu refinances une propriété, ils nous ont prêté 80 de 120 000. Qui a donné 104 000 $. OK? Moi, j'ai payé 86 000 en tout. Et là, la banque me prête 104 000. Puis, il y a un taux d'intérêt à l'époque qui était 1,25 Ça nous coûte à peu près la maison, l'hypothèque de la maison nous coûte à peu près 350 $. On a un loyer qui nous rapporte 1 000. Puis, avec le 1 000 $, on paye facilement notre 104 000. Là, 104 000 moins 86, ça nous a donné à peu près 18 000. Là, j'ai 18 000 dans mes poches. Avec le 18 000, on est allé s'acheter un duplex. Puis le 18 000, on s'en est servi de mise de fonds. On a fait ça. C'est ça. Puis là, ben, si on arrête là, Ouais. on a pris le 86 000 qu'on avait mis, on l'a mis dans notre entreprise. Puis là, on a 3 portes, puis ça a coûté 0. Exact. On a une maison, puis un duplex, ça donne 3 portes, 3 locataires, ça a coûté 0. On a fait ça 3 fois. Puis là, cette opération-là complète une fois, cette opération-là, c'est une opération qui prend un maximum 3 mois. L'achat, plus les rénovations, plus la location, plus le refinancement, ça fait 3 mois. C'est-à-dire, on a sorti 86 000, dans 3 mois, on a pris notre 86 000
plus 18 000 pour acheter un duplex. C'est de 3 fois. De 86 000 l'hydrocarbure. Puis on a fait ça 3 fois dans l'année, puis on a pu avoir 10 unités aujourd'hui. Même, est-ce que la rénovation a été faite avec votre entreprise de construction ou... Non, l'entreprise de construction, c'est dans le domaine de la réfrigération. Ah, ok, ok. C'était pas, non, c'était, ben souvent c'est Joël, mais aussi avec des entrepreneurs qui connaissent, mais surtout Joël. Évidemment, il faut que tu aies un peu ça sache comment gérer une poche à l'autre. C'est pas moi qui ai fait les rénovations. De toute façon, moi, j'avais pas le temps. Donc, fait que juste avant, donc ça, c'est une des façons. Mais si vous n'avez pas, évidemment, le 86 000 à investir, bien, il y a d'autres façons. Et c'est Frère Alain qui va venir prendre la parole. Pour vous présenter Frère Alain. Donc, notre ami Frère Alain est un ingénieur en électronique de l'Université de Kinshasa et c'est également un courtier immobilier. Donc, si vous avez à cœur d'investir dans l'immobilier, vous avez l'homme qu'il vous faut. Combien sont entrepreneurs ici? Donc, combien sont employés? Vous savez pourquoi je dis ça? Je demande. C'est parce que quand on présente entreprendre, propriétaire, mais tout le monde m'entend. Ah, c'est pour la traduction. Ah non, c'est bon, micro. Je pensais qu'il parlait fort. Alors, j'ai posé la question parce que lorsqu'on vient dans un forum comme ça, on parle d'entrepreneur, l'argent, vous voyez tout ça, des fois on sort de là, on dit, mais moi, comment je vais faire? Quand je suis employé, ça veut dire que demain je dois quitter mon emploi, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de questions. Il y avait les mêmes questions il y a quelques années. Alors, moi, avant d'entrer dans ce que j'avais préparé, je voulais quand même qu'on parle de deux choses. La première chose, c'est que on parle d'investissement, mais nous, en tant que chrétiens, on doit savoir l'investissement, c'est pour avoir un peu d'argent. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Dans Malachie 3, un instant, je vais trouver le verset. C'est dans Malachie 3, 10, je pense, si je ne me trompe pas, oui, dans Malachie 3, 10, la Bible dit ce qui suit. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est pourquoi j'avais dit là-bas qu'il faut prendre Dieu au mot. Okay? Donc, on sait que Dieu ne ment pas. Si on a des difficultés, si on a besoin de faire quelque chose, on sait que même si tu gagnes 1000 pièces aux 2 semaines, tu peux toujours prendre ton 100 pièces, dire à Dieu, Seigneur, j'amène la dîme, je veux voir comment tu vas ouvrir les écluses dessus. Ça, c'est un investissement. Il y en a qui ont déjà vu des écluses en passant. Quand on ouvre des écluses. Non, ça. What is it in English? Je ne sais pas. C'est ce qu'il y a au port, là, quand on bloque de l'eau. Un barrage. Vous voyez les barrages, là, quand vous allez le canal de la Chine, là, il y a comme un bloc de l'eau, et puis l'eau augmente de niveau. Si on ouvre, l'eau sort en masse. Je ne sais pas si j'ai les ouais, c'est ça. C'est que Dieu, il nous dit que si vous amenez la dîme, moi je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir davantage. Donc on sait déjà qu'avec ça, je vais avoir plus que 10%. Et j'ai essayé dans ma vie d'essayer de mettre ça en pratique. Des fois, les choses arrivent, je ne comprends pas comment ça marche. Alors, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que Frère Madame dit. Frère Madame dit que quand on va en affaires, je vous donne la station après, on n'a pas le temps, il faut avoir Dieu comme partenaire. Parce que Frère Yannick a parlé des partenaires non chrétiens. Tu vas voir qu'il y a des gens qui font des choses, ça marche toujours. Tu te demandes, mais pourquoi Dieu est là et Dieu t'accompagne? Tu prends 5 minutes de ton temps le matin, tu remets ta business pour ton travail, pour même tes études, entre les mains de Dieu. Et tu vas voir que ça va être. Alors là, on va parler de maison.
Oui, s'il te plaît. Le grand problème pour s'acheter une maison, c'est la mise de fonds, c'est ça? Tout le monde n'a pas de mise de fonds. Lui, peut-être il en a, lui n'en a pas. Mais on peut acheter une maison sans argent du tout. Mais quand on dit sans argent, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, tu ne donnes rien, tu dois donner quelque chose. Ça peut être la maison de ton père qui prend ce qu'on appelle par exemple la collatérale ou un refinancement, il te prête un peu sur sa maison. On peut aller en détail après, si vous êtes intéressé. Il va te prêter. Il y a moyen de te prêter une mise de fonds avec la Caisse populaire aujourd'hui, ce qu'on appelle la collatérale. Donc tu achètes une maison. Pardon? Non, Fréjean a maintenant un comptable, il ne va pas te donner facilement. Donc, tu peux acheter une maison sans avoir de l'argent avec toi. Ça veut dire que tu demandes à ta mère ou à ton père de t'aider, ou même ton frère, de te prêter un peu. C'est à 5% pour acheter une maison. Moi, j'aime bien parler des exemples. Je peux avoir le faire? Je vais donner mon exemple, c'est beaucoup plus facile. On est en 80, en 2016. Je vais à la banque me dit, tout ce qu'on peut te prêter, c'est 350 000 pour acheter une maison. Et là, on me dit, tu dois avoir une mise de fonds minimum de 5%. Et moi, dans mon compte, je n'ai rien pour ce budget-là pour la maison. Là, je n'ai rien. Alors, je dis, comment je vais faire? Je vais voir un constructeur qui construit des maisons neuves. Okay? Je lui dis, je vais acheter la maison dans 1 an. Lui, il va construire, et moi, la prise de possession, c'est dans 1 an. Et là, entre ce moment et celui-là, je vais chercher la mise de fonds. Et la banque me dit, mais si tu ne trouves pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que quelqu'un puisse signer comme gage pour dire que si jamais tu n'as pas, lui peut te prêter. Là, j'appelle mon frère, les médecins, je dis, écoute, je te dis, c'est pas grave, ici, c'est juste un montant, pas très grand là, donc 17 500. Et quand lui il construit, moi j'ai trouvé les 17 000. Et puis j'ai eu la maison. 3 ans après, la même maison, aujourd'hui là, si je vous donne mon ancienne adresse, vous tapez là, ça se vend à 600 000. 2016, jusqu'aujourd'hui, c'est combien d'années? 6 ans. 6 ans. Et moi, j'ai payé, je suis resté là-bas 3 ans. Dans les 3 ans, moi, j'ai payé à la banque. Supposons que j'ai oublié 1500. Okay? Aujourd'hui, il y a des condos à 1500 que les gens louent, non? Ouais, donc 1500, tu es bien au centre-ville, je ne sais pas où, ou à Laval, dans une tour. Mais ça payait toute une maison avec 4 chambres. Pendant 4 ans, vous multipliez les 1500 x 4. Ça vous donne combien à peu près? 60 000? C'est 500 x 4, c'est 6 000. X 4 x 12. 72 000. Voilà, 72 000. Et puis, dans 3 ans, avec la Covid, la coupe là de Fréanique, là, ça a augmenté les maisons, c'est rendu là. Maintenant, moi, je ne l'ai pas vendu à 600, je l'ai vendu à presque 500 000. Et moi, j'ai remboursé ça. La maison vaut ça. Moi, je l'ai acheté à ce montant-là. Quand on fait la différence, donc j'ai cet argent que j'ai mis à la banque, j'ai la différence. Vous pensez que je vais acheter maintenant quoi? Un peu plus gros ou un peu petit pour avoir de l'argent de côté. Cet exemple, je le donne pourquoi? C'est que l'immobilier vous permet d'avoir de l'argent. Donc l'argent travaille un peu pour vous, mais vous n'avez pas de revenus comme les jeunes le disaient, mais ça travaille pour vous quand même, d'une certaine façon. Ça, c'est la maison où j'habitais. Mais si c'était une maison avec des locataires, donc les 1500 là, ce n'est pas moi qui les paye. C'est les locataires qui payent. Donc, moi, je n'ai rien et ils payent pour moi. Et moi, je peux aller faire des refinancements. C'est que Frédéric a expliqué là pour avoir les 108 000, je crois. Tu peux aller faire refinancer un immeuble et les locataires sont là-dedans, ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils continuent à payer les 1000 pièces. Mais toi, tu vas à la banque, tu refinances. C'est vrai, quand tu refinances, on te donne de l'argent cash. Mais ce n'est pas l'argent pour acheter une Mercedes. Il faut acheter encore une autre maison. Parce que si tu achètes une Mercedes, tu vas la rembourser à la banque. Tu vas faire des paiements à la banque. Et si tu achètes une maison, d'autres locataires vont payer encore là pour toi. Et c'est comme ça qu'ils ont dit sport, c'est qu'ils remboursent à la banque, c'est les locataires qui payent.
Alors on peut aussi, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, peut-être que quand vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne comprenez pas. Ça demande beaucoup de... Parce qu'il faut puiser sur ce que tu dois faire, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu n'as pas le temps où le travail commence et le temps où le travail se termine. Tu dois tout le temps travailler. Si tu n'es pas fait pour ça, parce que Frère Branham dit qu'il y a des gens qui sont faits pour être des médecins, qui sont faits pour faire n'importe quel travail, partout où tu es, tu dois être un bon dans ce que tu fais. Si tu ne peux pas être entrepreneur, tu peux au moins acheter des maisons ou un duplex, tu habites en bas et quelqu'un d'autre paye pour toi, il habite au-dessus. Ou encore, tu peux investir petit à petit. C'est aussi une entreprise quand tu as des maisons et des locataires, parce que même au niveau des impôts frères qui corrigera, c'est des entrées d'entreprise. Donc c'est des recettes d'entreprise. Il y a des gens aujourd'hui que je connais qui ont 80 portes, 50 portes, mais ils n'avaient pas l'argent pour commencer tout ça. C'est le début qui est difficile. Donc au début, tout ce qu'on doit faire, c'est essayer d'aller dans le système de la banque, comprendre ce qu'il faut pour avoir la mise de fonds initiale. Je sais qu'en tant que jeune aujourd'hui, on peut travailler du soir au McDo, mais on a la chance parce qu'on habite chez papa et maman, on ne paye pas les loyers. C'est à ce moment-là qu'on peut économiser, mettre l'argent de côté. Parce que quand tu vas commencer à louer ton condo, ça va devenir difficile parce que tu dois enlever cet argent-là de ta paye. Et si tu mets de côté, là tu auras l'argent pour reprendre l'entreprise parce que ça prend quelque chose. Tu ne peux pas aller reprendre l'entreprise parce que, à moins que tu aies la formule où on te garde comme employé, mais il y en a, il faut une mise de fonds initiale, quelque chose comme ça, qui montre que tu es capable de partager des risques avec la banque. Donc, en investissant dans les maisons, l'avantage c'est que, le désavantage c'est que dans l'immobilier, il n'y a pas comme un salaire là, il n'y a pas beaucoup de cash, il n'y a pas beaucoup d'argent qui se paye. Si tu as besoin d'acheter des pneus d'hiver, tu ne vas pas couper la fenêtre pour aller vendre et acheter des pneus d'hiver. Donc, il n'y a pas beaucoup de cash. Comme une entreprise, par exemple, qui roule, il y a du cash chaque jour. Mais ça, c'est comme du long terme. Et puis, bâtir un patrimoine que tu pourras comme laisser en héritage ou choses comme ça pour les enfants, l'avenir. Donc, des fois, ça apparaît compliqué. Mais si vous avez des questions, on peut se parler après. J'ai beaucoup de formules qui peuvent aider tout un chacun de savoir d'avoir quelque chose. Par exemple, vous deux, au lieu de rester chez vous, vous mettez ensemble, vous prenez un condo, par exemple. Dans 5 ans, quand vous décidez de vous marier, vous le vendez. Vous avez au moins déjà quelque chose pour demain. Vous savez? Et on n'est pas toujours obligé d'acheter à Montréal. Parce qu'à Montréal, des fois, ce n'est pas rentable. Donc tu payes, mais les loyers ne conviennent même pas pour payer quoi que ce soit. Les taxes, toutes ces choses à côté, tu ne sais pas payer. Mais si tu vas un peu en région, c'est encore un peu abordable. C'est encore des fois 10 fois les revenus. Bon, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est que les loyers des locataires te permettent de couvrir toutes les charges de la maison. Donc c'est aussi un moyen, je ne sais pas combien de budget encore, je pense que je dépasse. Donc c'est ça que je voulais un peu partager avec vous. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options. Et autre chose, on a parlé, Frère a parlé des cartes de crédit. Je sais que c'est tentant les cartes de crédit aujourd'hui. Même quand tu es étudiant, on t'appelle, tu as droit à telle carte de crédit. On t'appelle, tu peux augmenter. Ils appellent toujours pour que tu augmentes. Tu augmentes. À un moment donné, tu rencontres déjà 10 000. Et puis après, tu as 15 000. Le temps que tu vas chez Costco, on te propose une autre carte de crédit. Canadien Tire, une autre carte de crédit. Tu vas dans les shops des amis, une autre carte de crédit. Mais finalement, tu es comme dépassé par les cartes de crédit. Ici, il y a ce qu'on appelle la consolidation des dettes. Si ça devient compliqué, à l'immobilier, on peut t'aider. À la banque, si tu as une maison, on peut consolider tes dettes. Par exemple, ton auto, au lieu que tu payes ton auto à côté, on peut consolider ça et les repayer avec les refinancements. C'est des techniques qu'on fait. On remet comme la dette sur la maison pour essayer de te décharger un peu des paiements. Et là, les paiements que tu payais pour l'auto, il faut que tu les payes sur la maison. Parce que sur la maison, ça prend de la valeur que sur l'auto. Parce que l'auto, la valeur diminue. Mais l'immobilier, ça prend de la valeur. Donc, juste pour terminer, un dernier exemple, c'est que même si on parle de l'immobilier, il y a des régions où ça avance beaucoup plus vite et des régions où ça n'avance pas trop vite. Mais dépendamment des moyens qu'on a, il faut toujours choisir où est-ce qu'on peut investir et espérer avoir quelque chose. Je sais que quand Frère Yannick a acheté à Laval à l'époque, il y avait des gens qui trouvaient que Laval c'était loin. Ouais.
Je me rappelle quand on allait chez Frère Malcolm pour dédicacer la maison, c'était très loin. Je ne peux pas m'imaginer moi-même habiter là-bas. Là, je suis à 6 minutes de chez Frère Malcolm. Donc, c'est ça. Des fois, il faut saisir les opportunités. Moi, je conseille beaucoup plus les gens à aller, si tu as un peu de moyens qui permettent d'aller dans du nouveau développement. Le nouveau développement, ça prend plus la valeur que les anciens. Mais les anciennes maisons, c'est moins cher, tu peux l'avoir à un prix un peu plus bas. Donc, j'espère que l'année prochaine, tout le monde aura une maison ici. Non, je ne prêche pas pour ma paroisse. Moi, ce qui me plairait, c'est que les gens deviennent financièrement indépendants. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, ça va toujours t'aider. Mais autre chose, avant de terminer, j'ai vu une question là, je la parole. Ce que je voulais, c'est que si tu es bon en mécanique, tu es un bon mécanicien, tu peux faire une shop ou acheter une entreprise de mécanique. Parce que tu es déjà dans le domaine. Ça t'aide au moins à aller. Je me rappelle, je disais à Jean l'autre fois que je voulais acheter un Subway. Il me disait, tu veux être un restaurateur. Des fois, quand ce n'est pas ton domaine, tu ne vas pas bien te retrouver là-dedans. Mais quand c'est ton domaine, où tu as étudié, où tu as la connaissance, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. De se former et de connaître davantage dans son domaine, ça va aider à éviter des erreurs. Parce qu'on peut faire des erreurs sur les maisons. Quand tu ne regardes pas bien, tu n'analyses pas bien une bonne inspection, tu n'as pas bien vérifié les choses, tu n'as pas bien fait les calculs, après tu te rends compte que tu as de l'argent à débourser chaque mois. Ça, c'est pas mal. Ouais, comme premier achat, est-ce que vous recommandez plus comme acheter une maison ou acheter comme un income property? C'est pas l'exemple property une maison. Income Ah, property. income property, ok. L'income, je parle. Je sais pas comment ça se passe. Non, je comprends, excuse-moi. C'est que moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais je conseille d'acheter une propriété à revenu, un duplex. Le duplex, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que le duplex, tu vas mettre 5% de mise de fonds en tant que propriétaire occupant. Donc, si tu habites dedans, tu mets 5%, tu habites en bas et l'autre habite au-dessus. Tu vois? Et dans ton paiement à la banque, le loyer là te permet de diminuer tes paiements à toi personnel. Tu vois? C'est ça. Mais généralement, souvent, les jeunes, ils se disent, je veux une maison, 4 garages, dans un quartier ci, dans un quartier ça, et on passe un peu à côté. On se retrouve avec une corde de cou. Des fois, c'est pas facile. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'aimerais juste qu'on puisse, parce que je pense que le frère Alain a conclu, et je pense que frère Yannick aussi vous avez conclu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont se passer. On va juste prendre une petite pause de temps pour ceux qui ont des questions à noter et tout. On va prendre une petite pause et puis ils vont se rafraîchir un peu pour revenir pour les questions parce que je sais que ça va chauffer la question. Ouais. C'est ça. On va prendre une petite pause une couple de minutes là et puis on va revenir.